t'es pas bien payé, mais c'était un choix. Ouais. Et ça, tu l'acceptes. Oui, je Ça veut l'accepte. dire que revenir, c'est pas forcément revenir avec un salaire de dingue. Et je leur dis, moi, vous me voyez ici, à chaque fois je sors la blague, je suis pas la fille de Macky Sall. Ma mère, elle était femme de ménage, on a galéré. Mais après, encore une fois, c'est un mindset. Hein. Moi, j'ai un esprit entrepreneurial, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours essayé de faire des choses par moi-même et j'ai pas peur même de démissionner. Je l'avais fait, quand on regarde mon CV, moi, j'avais pas peur de démissionner. Hein. Ce qui est incroyable, c'est que t'es laissé ton fils. Qu'en Oui. général, tu viens avec l'enfant et tu laisses le mari. Non, moi, je suis venue toute seule. Je suis venue toute seule. Ouais. Je suis venue toute seule et en vrai, j'avais pas peur. Ça prendra jamais, tout le monde est habitué au clando, au taxi. Tu vas rejoindre une énième start-up qui va faire faillite en moins d'1 an. Et je leur ai dit, écoute, au moins, je l'aurais fait. Bienvenue dans le podcast Histoire d'audace. Merci à nos sponsors EPC Minex, Business France et RISE, le réseau international des Sénégalais, des cadres et entrepreneurs de l'extérieur. Aujourd'hui, je reçois Fatoumata Konté, directrice générale de Flitch, qui nous raconte son retour au Sénégal, ses aventures, ses péripéties, et cela sans détour. Bonjour Fatou. Bonjour Mathie. Comment tu vas? Super, et toi? Ça va très bien, merci. Merci d'être là avec nous. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Fatou, je t'ai invitée particulièrement parce que ton parcours m'a intéressée. Tu fais partie de la diaspora qui est arrivée à la période du Covid, qui a décidé de partir à cette période très spécifique, très spéciale, de revenir au Sénégal en famille. Et je voulais un peu voir avec toi, connaître avec toi ton parcours. Tu es aussi directrice générale chez Flitch, ici au Sénégal. Donc, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je voulais savoir qui tu es. Qui est Fatou en dehors de ce titre de directrice générale? Présente-toi. Alors, pour me présenter, du coup, Fatoumata Konté. Si on repart un peu aux origines, du coup, je suis née dans le nord de la France, à Arras, mais j'ai grandi à Roubaix. Et on va dire que la manière dont j'ai grandi et l'éducation que j'ai reçue fait que aujourd'hui je suis présente avec toi ici, dans le sens où j'ai quand même eu des parents qui, même lorsqu'on était plus jeunes, nous faisaient savoir que entre guillemets être en France n'était pas une fin en soi et que partir dans nos pays d'origine pouvait être aussi une solution, voire partir s'expatrier dans d'autres pays d'Afrique. J'ai eu cette chance-là où j'avais une maman qui, malgré le fait qu'elle n'était pas lettrée, là où elle faisait le ménage, en fait, elle demandait aux gens qui étaient là-bas quel type d'études ils avaient fait, etc. Donc, elle a eu très vite une fixette sur le fait de faire un master. Elle savait pas ce que c'était, même nous, on ne savait pas ce que c'était, mais elle nous disait tout le temps, vous allez faire des bac+4, vous allez faire des masters, machin, etc. Donc on a déjà eu cette envie-là d'avoir des études assez poussées. Donc alhamdoulilah, comme dans la famille, on a quand même eu ces parcours-là. Et ensuite, ce côté pouvoir repartir dans les pays d'origine, pour le coup, ça me vient quand même de ma mère qui appuyait énormément sur ce point-là, qui avait aussi un exemple d'une cousine éloignée dont le mari est expatrié. Et elle nous disait, par exemple, ils vivent en Afrique du Sud, etc. Donc on vous demande même pas d'aller forcément en Afrique de l'Ouest, mais c'est important avec vos diplômes d'aller chercher entre guillemets un meilleur et de montrer qu'on peut s'en sortir sur le continent. Donc c'est aussi un peu tout ça qui m'a forgé. Après le fait de me retrouver aujourd'hui dans l'automobile, c'était pas écrit pour le coup, parce que moi j'ai toujours été très fan de mode, mais aussi de journalisme. C'était le métier que je voulais faire. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune. Mon rêve, c'était d'être journaliste. Donc même au lycée, je savais que après le bac, j'ai fait un bac ES, je voulais être journaliste. Et il s'est avéré que 2 ans après l'installation en fait de l'EDEC à Roubaix, ils avaient un deal aussi au niveau de la municipalité où en fait ils favorisaient des étudiants qui étaient en ZEP de pouvoir accéder en post-bac à l'EDEC, obtenir une bourse d'études pendant 4 ans, donc avoir les études fraîchement payées et avoir à payer uniquement le master à l'EDEC.
Donc mes professeurs m'en ont parlé. Ils m'ont un peu eu pour le coup parce que je ne sais pas trop comment ça se passait. Et ils m'avaient dit, on sait que tu vas être journaliste, mais les écoles de commerce, c'est assez généraliste pour que par la suite, tu puisses entrer en école de journalisme. Ça s'est jamais fait. Et du coup, je me suis inscrite à ce programme-là. J'ai passé les concours que j'ai eus, donc j'ai obtenu une bourse d'études pendant 4 ans. Et très rapidement, j'ai connu le marketing qui me plaisait pas mal parce que c'était à mi-chemin entre de la communication, mais aussi quelque chose un peu de sociologique. On essaye de comprendre un peu les gens, comment est-ce qu'on peut, quel code adopter, etc. Donc j'aimais un peu cette facette-là. Et du coup, marketing est spécialisé du coup dans le luxe. D'accord. Voilà. Et pourquoi spécialisé dans le luxe? Tu avais un attrait particulier pour la mode, pour le luxe? Oui, parce que comme je disais, il y avait ce côté journalisme qui était super intéressant et important pour moi, mais j'étais aussi une fan de mode, de sap, etc. Et du coup, je me suis spécialisée dans le luxe et j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour un programme qu'il y avait avec LVMH à l'époque, qui s'appelait Inside LVMH, il me semble. Et du coup, j'ai pu faire un stage, entre guillemets, à temps partiel, où j'étais à la fois à l'école et je travaillais pour la maison Dior à l'époque. Donc j'ai pu faire ça. Et à Paris? Oui, à Paris du coup. Et à l'issue de mon BBA, j'ai fait mon stage de fin d'études du coup au sein de la maison Christian Dior. Avant de repartir en MSI du coup à l'EDEC. D'accord. Voilà. Donc super parcours parce que du coup on voit que tu viens d'une comme nous tous, beaucoup de gens de la diaspora, donc tu fais partie de la deuxième génération de parents immigrés qui sont déjà souvent précurseurs parce qu'ils savent qu'il faut donner la chance aux enfants de pouvoir arriver à un niveau supérieur et que ça passe forcément par les études, que l'école de commerce, malheureusement ou heureusement, ça reste aussi aujourd'hui encore la carte de visite importante, en tout cas en France, pour accéder à certains niveaux et certains postes. Et tu as quand même intégré l'une des écoles les plus prestigieuses de France, à savoir l'EDEC. Comment c'était d'intégrer cette école-là? Parce que c'est quand même une école élitiste en France. Tu es noire. Première génération d'immigrés dans le Nord. Il y a beaucoup de choses. Donc du coup, comment s'est passée l'intégration? Et en plus ça, tu intègres après quand même quelque chose de très élitiste qui est LVMH, où en général, on ne peut pas dire que ce soit la maison où il y a le plus de mixité. Comment tout ça là, ça s'est passé et comment toi ça t'a forgé en tant que personne? Parce que je suis certaine que ça a un impact à un moment donné sur ta personnalité et sur ce que tu es aujourd'hui en fait. Oui, clairement, c'est sûr que ça m'a bien forgé. Bon, déjà sur la partie EDEC, déjà il faut savoir que ma première année, je l'ai retapée. Je l'ai retapée parce que il y avait aussi, je dirais pas ce mal-être, mais j'avais du mal à trouver ma place. Parce que, comme tu le dis, en fait, j'avais pas forcément les codes. On venait pas du tout du même monde. Moi, j'ai grandi à Roubaix, en école ZEP. Ma mère qui est femme de ménage. Enfin, on n'a pas du tout certaines choses qui pouvaient nous rapprocher. C'est vrai que lors de ma première année, en fait, il y a eu un vrai choc culturel pour moi. Où j'étais face à des gens qui n'avaient pas les mêmes problèmes que moi. Enfin, malgré le fait que j'avais une bourse d'études, mon ordinateur, il allait pas se payer tout seul. Mon transport, pouvoir faire certaines choses. Donc, j'étais obligée déjà de travailler à côté. Et c'est vrai que comme il y avait cette différence de langage entre nous où en fait ils pouvaient pas je sais pas comment le dire en français, mais relate to de la manière dont moi j'ai grandi ou les pain points que moi je pouvais avoir. De consonance. Exactement. Du coup, je ne trouvais pas réellement mes pairs, ce qui faisait que je me sentais perdue dans cette école-là. Où je savais que il fallait que je me batte et que je m'en sorte. Mais ma première année, en effet, elle a été dure parce que je ne trouvais pas forcément de gens avec qui on partageait les mêmes valeurs, des pairs sur lesquels je pouvais m'appuyer et me dire « Ok, on est ensemble dans cette aventure-là ».
Donc ça a été quand même assez compliqué. C'est quelque chose, pour le coup, que j'ai réussi à trouver sur ma deuxième année, où j'ai eu une amie qui venait fraîchement de Côte d'Ivoire. Même si on n'avait pas grandi dans les mêmes milieux, déjà, juste le fait d'être toutes les deux noires, ça changeait les choses. Et une autre de mes amies, qui est ma meilleure amie jusqu'à présent, voilà, on est toujours en contact, Anne, qui m'ont vraiment aidé à naviguer dans ce nouveau monde où, malgré tout, et malgré le fait qu'on soit dans la partie école, on était confrontés à certaines choses comme le racisme, etc. Et ça faisait toujours du bien d'être avec des gens sur qui on pouvait s'appuyer, on pouvait s'entraider, etc. Et du coup, ma deuxième année, qui était ma première année, c'est quand même beaucoup mieux passé. D'accord. Donc effectivement, même si tu étais en France, née en France, dans ton école, tu as quand même eu affaire à la différence de code culturel. Donc, oui, clairement. On parlait pas du tout les mêmes langages. Bon, déjà, quand ça commence à parler de ce que font les parents, moi, j'ai jamais eu honte. Je l'ai toujours crié haut et fort que ma mère était femme de ménage. Et même aujourd'hui, je l'utilise même pour donner l'espoir aussi avec les personnes que j'ai dans mon équipe, leur dire en fait, d'où vous venez ne définit pas où est-ce que vous allez atterrir. Et je leur dis, moi, vous me voyez ici, à chaque fois je sors la blague, je suis pas la fille de Macky Sall. Ma mère, elle était femme de ménage, on a galéré et pourtant je suis là. Certes, ça aide toujours de se dire on est né en France, mais regardez où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes né ici et certains ont des postes quand même de manager, bien payés, etc. Et c'est aussi de montrer que on peut être né au Sénégal, grandi au Sénégal, ne pas venir d'une famille riche et s'en sortir quand même. Exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et ne jamais renier d'où on vient, ne jamais faire semblant, etc. Donc moi, j'ai toujours été fière de dire que ma mère était femme de ménage. C'était même un élément supplémentaire pour dire, regardez, moi, je suis là où vous êtes et pourtant, je venais de plus loin. Donc oui, en tout cas, ça a été une force. Et comme tu le dis, en effet, malgré que je sois née en France, il y avait cette différence de langage. Cette différence de langage. Exactement. Donc du coup, tu navigues, tu as ton stage chez LVMH, donc tu ne fais qu'un stage là-bas. J'ai eu d'autres stages avant ça, mais on va dire que mon stage de fin d'études, en effet, c'était chez Dior. Se fait chez Dior. Oui. Tu es quand même dans une école prestigieuse de la mode. Tu navigues aussi, tu as d'autres postes qui sont tout aussi intéressants, aussi dans le même milieu. Et comment te vient l'idée, à un moment donné, de se dire, tiens, est-ce que je vais revenir au Sénégal ou est-ce que tu avais des choses qui faisaient que tu venais souvent au Sénégal? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis, tiens, ça serait bien que je quitte la France? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais en tête ou c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure? C'est quelque chose que j'avais en tête quand même, dont j'avais même parlé bien avant ça avec mon mari, parce que c'était un projet que j'avais, c'est pas un petit projet, donc il fallait être aussi aligné avec la personne avec qui j'avais partagé ma vie. Et pour le coup, on était assez alignés sur le fait que on souhaitait s'installer au Sénégal. Après, c'est clair que le Covid a été un accélérateur, mais c'était quelque chose qui, malgré tout, était ancré, où on était sûr que ça arriverait à un moment donné. D'accord. Donc effectivement, tu es venu pendant la période Covid. C'est une période qui était assez spéciale en France, où vous étiez en mode confiné, que nous, on ne l'était pas. Donc du coup, le monde ne vient pas facilement. On était en mode couvre-feu, donc on avait encore un peu cette liberté de mouvement. Et je pense que le confinement, ça a été vraiment quelque chose de très, très, très fort au niveau psychologique. Est-ce que ce moment-là, vous vous êtes dit, psychologiquement, on ne va pas tenir, donc on saute le pas, on va au Sénégal? Ou alors, vous vous êtes dit, tiens, c'est un signe de Dieu, on va faire d'autres projets? Parce qu'un projet, on le dit souvent, ça se prépare. Est-ce que ça a été préparé ou est-ce que là, ça a été un catalyseur pour venir? C'était pas préparé, et après par rapport à Covid, c'était encore le Covid, mais on était en tout cas plus dans la période de confinement strict, ni de couvre-feu, vu que nous on est rentrés en 2021. Et au moment où ça s'est fait, c'était pas vraiment préparé, c'est plus moi qui du jour au lendemain j'ai un peu comme on dit, je sais pas si c'est un déclic ou si j'ai pété un câble, mais en tout cas il y a eu cet élément là. Et on va dire que l'accélérateur, c'était à la fois peut-être la période de sortie de confinement, mais aussi la naissance de mon fils. C'est plus la naissance de mon fils qui a insufflé en moi cette envie-là.
parce que je suis quand même quelqu'un qui est quand même assez rattaché à ses racines, à sa culture. Moi, j'ai aucun problème à accepter que j'ai une double culture. Hein. Je suis fièrement française. J'ai grandi en France. Je connais plus la France qu'ici. J'ai appris à connaître le pays en m'installant ici plutôt. Mais j'avais quand même cet attachement-là à mes racines ouest-africaines, etc. Et en ayant mon enfant, j'avais envie qu'il grandisse dans un élément où certes il aura toujours les codes français. Aujourd'hui mon fils il est en école française, etc. Mais qu'il grandisse dans le pays ou en tout cas en Afrique de l'Ouest et qu'il puisse voir autre chose que le narratif que l'on raconte en Occident. Et ça c'était quand même assez important pour moi, qu'il soit baigné dans la culture. Je voulais pas qu'il y ait une espèce de dissolution où en fait le Sénégal serait un lointain souvenir génération après génération. Je voulais qu'il soit pleinement baigné dedans. Donc clairement ça a accéléré avec la naissance de mon fils, plus confinement, cocktail explosif, et on va dire que oui, du jour au lendemain en fait, alors que j'étais en mission en tant que consultante chez LVMH, j'ai dit à mon mari, il faut que je trouve un job au Sénégal, même si c'est mal payé, je partirai, Dieu est grand, je trouverai autre chose. Et je me suis mise à postuler pour des postes au Sénégal. J'avais eu tout un process de recrutement avec Jumia, ça ne s'est pas fait. Et au final, j'ai été prise chez BlackRock Sénégal, une résidence artistique. C'était pas forcément très bien payé. C'était pas forcément complètement aligné avec ce que je fais, mon niveau d'études et à ce à quoi je pouvais aspirer. Mais comme j'ai toujours eu cette fibre un peu entrepreneuriale et j'ai pas froid aux yeux, ça me faisait pas peur de partir. Je me suis dit, tant que j'ai quelque chose, j'y vais. Et ensuite, je trouverai. Et au final, j'ai eu Itch très peu de temps après. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, pas du tout préparé. Mon fils est resté avec mon mari. Ah, donc toi, t'es venue avant ton mari. Moi, je suis partie, je les ai laissés. Donc, mon fils avait 1 an et demi. Du coup, mon mari, en plus, à l'époque, je l'allaitais. Il me disait, s'il te plaît, il faut tirer le maximum de lait, machin, etc. Donc, moi, je suis vraiment partie du jour au lendemain. Donc toi, ton but c'était de partir. Ah oui. Tu as eu un déclic. Ah oui, oui. Et je lui ai dit, si on le fait pas quand il y a une occasion, on le fera jamais. On aura toujours ce confort-là de se dire, on a nos CDI, on est en France, on est bien au final, etc. Donc je lui ai dit, en fait, dès qu'il y a l'appel qui est là, faut qu'on le fasse et qu'on n'ait pas peur de se lancer. Donc toi, tu as cherché ton travail avant. Ouais. Tu l'as trouvé. Ouais. Un travail qui n'était pas forcément bien payé. Ouais. Mais vous avez décidé quand même en famille de ne pas partir en même temps. Donc tu es venu tâter le terrain quand même. Exactement, c'est ça. Te permettre après de dire bah, c'est bon, c'est vert, vous venez. C'est ça. Bon après ça s'est fait quand même assez rapidement. Hein. Lui il m'a rejoint 1 mois et demi, 2 mois max après. Ah oui, c'était pas... Il avait trouvé quelque chose ou pas? Non, pas du tout. En fait, il avait une boîte qui était quand même très flexible. Il leur a un peu expliqué et ils lui ont dit, bon écoute Mohamed, on n'a aucun souci, tu peux être un peu en TT et revenir assez régulièrement à Paris. Et dès que tu trouves un truc, on te fera une fin de contrat, etc. Donc on a eu cette chance-là que la boîte dans laquelle il bossait était quand même assez ouverte à ça. Ouais. Alors, par contre, ce qui est incroyable, c'est que tu as laissé ton fils. En général, tu viens avec l'enfant et tu laisses le mari. Non, moi, je suis venue toute seule. Je suis venue toute seule. Je suis venue toute seule. Et en vrai, j'avais pas peur parce qu'avec mon mari, quand même, on va dire qu'il y a un bon équilibre en gros, il y a parfois des couples qui sont un peu déséquilibrés où en fait le bébé c'est que sur maman, etc. On était vraiment purement sur du 50-50. Même la nuit, c'est lui qui se réveillait pour donner le biberon au petit. Je dormais la nuit, etc. On était vraiment bien équilibrés. Ce qui faisait que j'avais absolument pas peur de laisser mon fils à son père, ce qui devrait être normal. Je l'ai pas fait toute seule, hein. Non. Le petit. Donc c'est de la normalité. Rare, mais ça devrait être une normalité, effectivement. Oui, ça devrait être une normalité. Et en effet, non, ça s'est très bien passé. Il avait le petit. Donc, entre-temps, il a lâché notre appartement. Il était reparti aussi chez sa mère pour que ce soit un peu plus facile en logistique. Mais comme c'était sur un temps quand même assez court, 1 mois et demi, 2 mois, très rapidement, ils étaient avec moi ici à Dakar. D'accord. Donc là, à Dakar, il n'y a que toi qui travailles. Donc, lui aussi travaille également. Il travaille, Donc, il continue. Donc, vous avez votre équilibre, tu commences ta nouvelle vie au Sénégal. T'es pas bien payé, mais c'était un choix. Et ça, tu l'acceptes. Oui, je l'accepte. Ça veut dire que revenir, c'est pas forcément revenir avec un salaire
de dingue, parce que c'est pas quelque chose de possible. Ouais. C'est au moins de se dire, je peux subvenir au strict minimum en termes de Exactement. C'était pas la vida loca. C'est pas les vacances qu'on fait. Ah oui, non, clairement pas. Un mois. Clairement pas, mais après, encore une fois, c'est un mindset. Hein. Moi, j'ai un esprit entrepreneurial. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours essayé de faire des choses par moi-même et j'ai pas peur même de démissionner. Je l'avais fait quand on regarde mon CV. Moi, j'avais pas peur de démissionner. Hein. Dès que je sens une occasion, j'y vais. J'ai pas froid aux yeux. Donc non, il n'y avait pas cette peur-là de me dire si je vais au Sénégal, j'attends le full package idéal, j'arrive et comme ça je pourrais bomber en disant à tout le monde j'ai ci, j'ai ça. Non, je me suis dit parfois c'est plus simple même quand tu es sur place, quand tu fais un peu le sacrifice sur un court temps pour trouver quelque chose de bien plutôt que d'attendre le truc parfait. Ouais. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai même pas fait 6 mois que je trouvais du coup pour le coup un job qui était beaucoup plus aligné avec mon niveau d'études, avec le niveau que j'attends en termes de salaire pour bien vivre au Sénégal, etc. Parce que bien vivre au Sénégal, ça demande de l'argent, clairement. Le Sénégal, c'est cher. Et c'est cher pour tout le monde. C'est ça qui est malheureux. Voilà, les logements, c'est extrêmement cher. Offrir une éducation de qualité, ça coûte cher, etc. Donc, clairement, il ne faut pas croire qu'on va venir au Sénégal pour bien vivre avec moins. Au contraire, pour bien vivre au Sénégal, limite, il faut mieux gagner. Exactement. Que ce qu'on gagnait en France. Ouais. Parce que pour le coup, on n'a pas de carte vitale. Bon, après, normalement, avec le travail, en fonction du travail qu'on a, on a une prise en charge à 100%, mais ce n'est pas tout le monde. Exactement. Donc, quand on vient, surtout quand on vient pour entreprendre à 100%, il faut l'avoir en tête qu'il y a tous ces éléments-là qui vont peser dans la balance, quoi. Donc, arrive au Sénégal, donc quelques temps après, tu as ton poste chez Flitch. Chez Itch. Chez Itch, qui est Flitch. Tu me dis Flitch ou Itch? Non, c'est Itch parce que j'ai commencé chez Itch. Oui. L'application. Donc, j'ai commencé en tant que directrice marketing Sénégal au sein de l'application Itch. J'ai fait ce métier-là pendant 1 an. Donc, c'était quand même assez cool. Et au moment où j'ai quitté BlackRock pour y aller, c'était encore un pari. Parce que t'as beau être bien payé, on était sur quelque chose qui n'existait pas au Sénégal. Oui. Donc avec Yango, on est arrivé à 1 mois d'écart et on lançait le VTC. Exactement. Ouais. On est arrivé à un moment où le VTC n'existait pas, où tout le monde me disait dans l'oreillette, oui, mais ça prendra jamais. Tout le monde est habitué au clando, au taxi. Tu vas rejoindre une énième start-up qui va faire faillite en moins d'1 an, etc. Et je leur ai dit, écoute, au moins, je l'aurais fait. Parce que ça me plaisait de me dire que j'allais lancer un truc de zéro. Ouais. J'avais jamais eu l'occasion de bosser dans une boîte où on lance tout. On a même commencé, on était dans un appartement. On n'avait même pas encore de bureau, etc. Où on essayait d'amadouer les taximans, organiser des réunions. Je me rappelle au début, ça faisait rire mes anciens collègues, mais comme Itch c'était pas connu et qu'à l'époque on était basé au niveau des Almadies, on essayait d'avoir dans un premier temps toute la cible qui sort la nuit et qui a envie d'avoir un moyen de transport sécurisé. Et du coup, on plantait en fait des stands devant les bars, les boîtes, etc. Et on y était jusqu'à 5h du matin à distribuer des flyers. Et j'y étais avec mon directeur général de l'époque, avec le directeur des opérations. Et nous tous, parfois, en plus, on croisait des gens qu'on connaissait. Et derrière, il y avait des petits bruits de couloir. Ah, mais est-ce que vous êtes sûr que la personne là, ce qu'elle met sur LinkedIn, c'est vrai? Parce que je l'ai vu distribuer des flyers à un rond-point à 3h du matin. Pour moi, il y a un mismatch entre le niveau d'études et le niveau de... et c'était quand même assez marrant. On était vraiment en mode de start-up à lancer le truc et à se battre pour que ça marche. Ouais. Parce que si ça ne marchait pas, on était tous au chômage. Oui. Donc on s'est vraiment battu bec et ongle pour que ça prenne. Donc j'ai fait ça. 1 an après, du coup, j'ai été promue directrice marketing régionale. Et ça a été très intéressant parce que du coup, c'était la première fois que j'allais au Mali et en Côte d'Ivoire. Ça a été quand même de très beaux voyages. Ça permet aussi de voir un peu comment ça se passe dans d'autres pays. Oui, de la sous-région. Donc c'est assez cool. Ouais. Et 1 an après, je suis passée directrice générale de Itch et 1 an après, directrice générale de Flitch. Et normalement, il n'y a pas de changement. Hein. Je pense que je suis arrivée au bout de ce que je peux faire. Juste pour nous faire le lien entre Flitch et Itch. Alors, Flitch et Itch sont 2 sociétés distinctes qui appartiennent au même groupe, qui est le groupe Itch, qui est basé à Barcelone.
Et dans le groupe Hitch, on a différentes sociétés. Donc, on a Hitch qui est l'application pour laquelle j'ai commencé à travailler. Donc, c'est une application VTC qui va mettre en relation des chauffeurs d'un côté qui sont véhiculés et de l'autre des passagers qui veulent se déplacer d'un point A à un point B. Ensuite, on a la société Switch qui est uniquement présente en France, qui elle gère un réseau en fait de swiping de batteries pour des motos électriques. Et on a Flitch, qui est la contraction de flotte et de Hitch, qui est présente dans des marchés où idéalement il y a le VTC qui tourne, mais pas que. Et le métier de Flitch, c'est d'acheter des véhicules, les mettre à disposition de chauffeurs professionnels. Donc dans notre cas au Sénégal, on les met à disposition de chauffeurs de taxi, du coup qui ont le permis D, livret de transport, etc. Et on leur propose également des contrats de location-vente, ce qui fait qu'après une certaine période, ils deviennent propriétaires de leur propre véhicule. Ok, d'accord. Donc les deux sont dans les transports, mais l'une c'est de la technologie, et l'autre c'est clairement de la gestion de parc automobile. Donc tu as tout ce beau parcours-là au Sénégal. Est-ce que tu penses que ce parcours-là, le fait de passer directrice marketing à directrice générale, directrice marketing régionale, que ce parcours-là, tu aurais pu l'avoir comme si tu étais en France? Ah, jamais. Et c'est clair comme de l'eau de roche. Ça, je le dis souvent. Et je le vois, j'ai des amis, on a à peu près des profils très similaires, couleurs de peau similaires, on est toutes deux des femmes, etc. Et on n'a absolument pas aujourd'hui le même niveau, on va dire en termes de poste, même si on a les mêmes niveaux en termes de background éducatif et scolaire. Clairement, il y a un plafond de verre qui existe en France, on ne va pas se mentir. Bien sûr. Et je ne pense pas qu'en moins de 4 ans, je serais passée de directrice marketing à directrice générale en France. Ouais. Et déjà même le poste de directrice marketing, il se serait passé du temps avant que je l'aie. Exactement. Au moment où je suis arrivée au Sénégal, chez LVMH, j'étais consultante, mais consultante en tant que chef de projet. J'étais chef de projet senior, certes, mais chef de projet. Donc déjà, avant d'arriver à un poste de manager, il se passait déjà, je pense, quelques années, ce qui n'a pas été le cas. Après, là où aussi c'est un accélérateur, c'est que j'étais en start-up. Il faut dire que quand on est dans des entreprises du CAC 40, où c'est des centaines et des centaines de personnes qui travaillent dedans, où c'est très politique, c'est très hiérarchisé, etc., c'est beaucoup plus lent. Mais même si LVMH était une start-up, je ne pense pas que ça aurait été aussi rapide, malheureusement. Et au-delà de ça, je trouve que le plafond de verre, ici, il est moins perceptible dans le sens où on fait confiance aussi en tes compétences. C'est-à-dire que si tu montres que tu sais faire, tu fais. Exactement. Ouais. Exactement, ça c'est un fait. Et après, t'es chez toi, donc il n'y a pas ce truc de se dire « elle est noire » ou… Oui, ça clairement. Après, malheureusement, le fait que moi j'ai cette facilité-là crée aussi un plafond de verre pour les Sénégalais qui ont le même parcours que moi, le même niveau de diplôme que moi, et ça aussi j'en suis consciente. C'est quelque chose que j'essaye aussi de, entre guillemets, combattre à ma propre échelle, qui est de dire que il faut pas seulement se baser sur de quel pays vient la personne, parce que ce n'est pas un gage de qualité. Je dis pas que je suis meilleure que quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas que parce qu'une personne a étudié en France, aux États-Unis ou au Canada qu'elle est meilleure qu'un candidat sénégalais ici. Et moi, je le vois tous les jours parce que j'ai des personnes extrêmement brillantes dans mon équipe qui ne sont jamais sorties du Sénégal. Exactement. Et ça aussi, il faut en être conscient quand on vient. On a malgré tout ce privilège-là. Il faut aussi utiliser ce privilège-là qu'on a pour ouvrir les portes aux autres et quelque part casser aussi cette hiérarchisation qu'on va avoir aussi au Sénégal. Donc en fait, le fait aussi d'être là, pour toi, tu as quand même cette mission aussi de faire bouger les lignes, d'impacter. Très sincèrement, c'est quelque chose que je fais. C'est quelque chose que je fais. Après, on ne peut pas tout se permettre malgré tout. Il faut que ce soit aligné aussi avec les capacités de l'entreprise. Voilà, mais c'est des messages qu'il faut véhiculer pour que les mentalités changent. Si moi j'arrive au Sénégal, je suis directrice générale et tout ce que je vais dire au niveau global, c'est de toute façon la main d'œuvre est pas chère au Sénégal, machin, gna gna gna, on peut avoir des gens brillants pour que dalle. Et clairement, je ne vais jamais briser ces biais-là que les gens vont avoir, et on ne va clairement pas ouvrir aussi la voie et la porte à nos semblables sénégalais au niveau local.
Et c'est pas ce que tout le monde fait, c'est pas ce que j'observe. Donc en tout cas, à mon échelle et là où moi je peux intervenir, clairement, on fait à la méritocratie. J'ai la chance quand même d'avoir une boîte qui est très ouverte, qui est quand même très avancée sur certaines choses. Par exemple, le fondateur de Flitch, il se bat énormément pour la parité homme-femme sur les postes à responsabilité. Donc même à l'époque où j'étais chez Itch, il y avait autant de general managers hommes que femmes. Donc ils n'ont pas ces complexes-là. Et ils prenaient aussi des general managers qui étaient nés au Sénégal. Par exemple, Malik, qui était mon prédécesseur à l'époque où j'étais chez Itch, il est né au Sénégal. Après, il a aussi eu un parcours à l'étranger, mais c'était pas que ça. Donc le fait aussi d'être dans une boîte ouverte, ça permet de mieux faire passer les messages. Mais j'en profite aussi pour dire qu'on a aussi cette responsabilité-là et qu'il ne faut pas qu'on marche sur la tête des autres, quoi. C'est très important. La culture d'entreprise a joué, mais aussi la volonté de se dire, tiens, je suis venu de France d'ailleurs, mais je ne suis pas mieux, ou je ne suis pas le conquistador du siècle. On est tous au même niveau. Exactement. Et tout le monde peut avoir des très bonnes idées, tout le monde peut, et on le voit parce qu'encore une fois, c'est pas que j'ai la meilleure équipe, ils vont se dire elle a fait semblant pour faire passer le message. Mais aujourd'hui, en tout cas chez Flitch, on a quand même une équipe qui est très brillante. Et c'est des jeunes qui ont étudié ici, donc c'est tout à fait possible. Voilà. Sans bouger. Alors, donc tu as cette belle carrière en tant que salarié. Oui. Au Think Flitch, mais tu es aussi quelqu'un d'entrepreneur, que tu l'as répété plusieurs fois. Oui. Et tu as créé, en tout cas confondé, la Maison Kébé. Oui. La Maison Kébé, qui est une maison de couture, de haute couture sénégalaise. Comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que tu as fait ça en parallèle de ce que tu faisais à côté? Comment est-ce que tu arrivais à jongler? Et disons-nous plus. Alors, Maison Kébé, on va dire que c'était un peu par accident. J'étais un jour sur Instagram et en fait, je vois passer une story de Maison Kébé alors que je venais à peine de les suivre où ils demandaient je cherche quelqu'un qui a un parcours business dans le luxe qui serait basé au Sénégal, voilà, un peu bouteille lancée comme ça à la mer. Et à ce moment-là, ayant eu un parcours quand même dans le luxe, avoir fait des études dans le luxe aussi, marketing du luxe, je me suis dit que potentiellement je pourrais aider. Et c'est comme ça que j'ai écrit à cette personne. Donc j'ai rencontré Cher Kébé. Donc Maison Kébé porte son nom de famille, donc c'est aussi un héritage familial qu'il a. Et très vite, en fait, le feeling est passé. Donc ça a matché assez rapidement entre nous deux. Donc dans un premier temps, c'était plus du conseil, de l'accompagnement, c'est comme ça qu'il faudrait faire, etc. Surtout que Maison Kébé était dans un stade où il y avait de très belles images qui étaient là. Et il y avait déjà eu même une image qui avait été publiée dans Vogue, etc. Mais Maison Kébé n'avait jamais vendu. Et aujourd'hui, une entreprise qui ne vend pas est une entreprise qui ne peut pas prospérer. Non. On ne vit pas de likes, on ne vit pas de followers, on ne vit pas d'images. Donc il avait lui aussi cette volonté-là de se dire « Ok, je sais qu'on est bon en images, on est bon en communication, mais aujourd'hui on ne vend pas. Et on a fait tout ce travail-là. Donc on a réussi à créer quelque chose quand même d'assez beau en 4 ans, avec une société qui est passée de « elle ne vend pas » à qui vend et qui vend très bien à l'étranger. Avec des clientes aux États-Unis. On a même eu pour la première fois des clientes à Dubaï, Nigeria, Côte d'Ivoire. Donc c'était quand même assez intéressant. Et comment est-ce que j'ai réussi un peu à faire jongler les deux? Bon, c'était pas forcément évident, bien évidemment, parce qu'on a une casquette de maman, de femme. Oui, c'est ça. Voilà. Et là où j'ai eu quand même énormément de chance, c'est pour ça que je dis que j'ai une culture d'entreprise qui est quand même assez saine. C'est que je me suis sentie assez en confiance pour le dire même aux fondateurs et à mes managers de l'époque que je voulais fonder quelque chose et que du coup, certes, j'étais en CDI avec eux, mais que aujourd'hui, voilà, je vous dis que je suis en train de créer une société et que je vais m'impliquer dedans. Et ça a été très bien accueilli. Parce qu'il y a une grosse culture de l'entrepreneuriat au sein de Flitch et que c'est des choses qui sont même félicitées. Et la petite histoire que j'ai, c'est qu'au moment où on allait ouvrir le site e-commerce, notre premier client, ça a été le fondateur de Itch, l'un des cofondateurs, parce qu'ils sont plusieurs, Teddy Pellerin, qui a été le premier à nous acheter des pièces.
Et je me rappellerai toujours, il était venu à Dakar en plus à l'époque pour un voyage, il venait nous voir. Et il m'a dit, bah, écoute Fatou, il faut aussi que je te donne la force. Donc je vais être ton premier client, je vais acheter. Et même quand il a ramené les pièces, parce que c'était pour sa copine, donc on faisait que des vêtements féminins, il m'a même partagé les feedbacks qu'elle avait sur les vêtements, sur les finitions, ce qu'on pourrait améliorer, etc. Donc on a vraiment cette culture saine au sein du groupe Itch qui fait que même quand on entreprend, etc., tout ça est bienvenu. Et au-delà de la culture saine, moi, j'allais me dire la transparence dans le sens où on dit, moi, je suis transparente. Voilà, je travaille avec vous, je suis engagée avec vous, mais je suis entrepreneur dans l'âme et voilà ce que je fais à côté et je vous le cache pas. Et ça, je trouve que c'est important de la jouer franc jeu et la jouer exactement. Et je pense que c'est même plus valorisé parce que au moins, je fais les choses de manière claire et je pense que toi, ça t'engage encore plus à faire mieux pour pas décevoir de l'un ou de l'autre. Du coup, j'ai mis les bouchées doubles. Hein, oui. Parce que je me suis dit, quelque part, attends, j'ai cette chance-là que ma boîte, mes managers me poussent. Ils sont même allés chez Itch. J'ai eu des moments où on faisait des meetings globales et j'avais des moments pour présenter Maison Québec. Et d'un coup, j'avais plein de followers et c'était des gens de Itch parce que j'avais présenté, on m'avait laissé présenter au niveau global ce que je faisais. J'ai eu des followers qui venaient de Itch, etc. Et en effet, la transparence paye, la sincérité et l'honnêteté payent. Et clairement, je l'ai vu au sein du groupe Itch. Mais au-delà de la culture d'entreprise, parce que c'est bien, c'est l'entreprise, t'as quand même un mari, t'as quand même un enfant, t'as quand même une vie à côté, etc. Oui. Est-ce que l'environnement ici au Sénégal, le fait d'avoir de l'aide, le fait d'avoir un mari aidant, le fait d'être dans un environnement où des choses en termes de charge mentale te sont épargnées et qui te permettent justement de te consacrer plus à des choses qui te passionnent, est-ce que ça aussi, le Sénégal t'a pas permis de favoriser ça? Clairement, on va pas se mentir. C'est sûr que de pouvoir obtenir de l'aide, en tout cas plus facilement qu'en France, clairement, ça permet d'aller un peu plus loin dans notre capacité à pouvoir entreprendre ou à pouvoir porter certains projets. Ça, c'est certain. Parce que derrière, on a une personne qui va pouvoir aller récupérer notre enfant, etc. Après, ça ne nous empêche pas de jouer notre rôle de parent, bien évidemment. C'est de l'aide. Mais c'est de l'aide pour certaines choses. Ça enlève, entre guillemets, une charge mentale. Après aussi avoir un mari qui m'a toujours poussée, quand même j'ai la chance en tout cas d'avoir un mari qui se met pas en compétition avec moi. On a toujours eu cette relation saine. C'est important. Où en fait tu montes et ensuite moi aussi je vais monter, puis ensuite je vais t'aider et toi aussi tu vas monter. On a toujours été dans ce créneau-là, même quand on était à Paris. Très rapidement on s'est dit l'un l'autre ce qu'on gagnait. Ah oui non mais toi tu pourrais demander tant, ouais moi aussi je peux demander ça, etc. On a toujours été dans cette position-là où on se tire l'un l'autre. Donc clairement avoir un mari aidant, un mari qui m'a toujours poussé à demander le meilleur parce qu'il m'a toujours dit en fait je mérite aussi le meilleur donc vas-y. Clairement ça aide à déculpabiliser cette culpabilité que la société pourrait mettre sur nous. Parce que dans la société, certes un travail etc. mais il faut pas trop montrer que entre guillemets tu gères, faut que tu laisses la place à l'homme, etc. L'enfant non c'est toi qui dois tout gérer, etc. Non ça doit être on le fait à deux un enfant donc il y a ce côté là où il faut que les choses soient équilibrées. Mais c'est vrai qu'il faut réussir un peu à se détacher du regard des autres et se dire de vivre sa vie comme on l'entend et tant qu'on a notre équilibre à nous, c'est tout ce qui devrait compter et pas se laisser entre guillemets écraser par le poids de la société et la société est patriarcale partout, mais aussi beaucoup au Sénégal. On va pas se mentir. Oui, parce que ces dictats-là, elles sont aussi très ancrées dans notre société. Toi aujourd'hui, donc tu entreprends, tu es salarié, tu es directrice générale. Tu es maman, mais en même temps, tu es une femme, donc j'imagine que tu as aussi tes activités à côté. Tu as un mari qui est ouvert. Comment est-ce que toi, en tant que Sénégalaise, tu arrives à vivre ici au Sénégal en imposant tes codes ou en imposant vos codes sans avoir cette injonction-là sociale? C'est une question de communication, je pense. Dans tous les cas, on peut pas changer toute la société, mais on peut changer en tout cas l'environnement qu'on a autour de nous et ça va être l'environnement du travail, etc. Donc forcément, dans le monde du travail, il va y avoir certaines choses
qui vont être faites un peu mécaniquement par chacun, parce qu'on a un peu ces rôles-là que la société nous donne, où ça va être les filles doivent faire ci, les garçons doivent faire ça, et ça on le retrouve même dans le monde du travail. Donc l'idée ça va être de casser ça sans passer pour ah ouais, c'est une toubab, machin, etc. Non, c'est d'expliquer, non, il faut qu'il y ait de l'égalité, de l'équité, et au travail il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des employés, et les filles ne devraient pas être là en train de faire les cafés des garçons, voilà. C'est des choses où on essaie de le véhiculer, et quand on a bien choisi les membres de son équipe, etc., bah, au final, on partage tous les mêmes valeurs et on se retrouve plus forcément face à ces choses-là. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais en tout cas, moi, je trouve qu'aujourd'hui, personnellement, dans l'équipe que j'ai, par la communication, etc., on est quand même tous assez alignés et on ne retrouve plus ces choses-là que bah, on pouvait peut-être retrouver dans d'autres sociétés où j'ai été, peut-être chez BlackRock ou même au tout début de Hitch. Quelle était la chose la plus difficile, toi, quand tu es arrivé au Sénégal? Quelle est la chose la plus difficile au Sénégal où tu as encore du mal à t'y faire aujourd'hui? La chose pour laquelle il n'y a pas eu, très sincèrement, j'ai pas eu de choses où j'avais du mal à m'y faire. Voilà, un défi Le défi que j'ai, c'est la langue parce que je parle pas le Wolof. D'accord. Mes parents sont tous les deux mandingues, donc clairement à la maison, c'est le mandingue qu'on m'a parlé. Donc je le parle parfaitement, mais le mandingue ne me sert strictement à rien à Dakar. Sauf quand je vais en Casamance ou quand je vais en Gambie, ça va. Ou quand je suis en Côte d'Ivoire et que je tombe sur des doulas, ça va. Mais sinon, ça ne me sert strictement à rien à Dakar. Donc, c'était ce défi-là de me dire de réussir à apprendre une autre langue parce qu'aujourd'hui, en effet, c'est à moi de m'adapter. Hein. Ouais. Je peux pas arriver au Sénégal et dire ah c'est relou, les gens ne parlent pas, tout le monde ne parle pas français. Non, c'est la langue, il faut l'accepter. Donc c'est un peu le défi que j'ai, donc je me force un peu à le faire, même au travail on me taquine souvent là-dessus. Donc non, il y a que ça, sinon très honnêtement, j'ai pas eu de gros défis parce que je suis pas forcément venue en ayant soit des a priori, soit des attentes spécifiques. Je me suis dit que j'allais arriver, il fallait que je m'adapte déjà, ça c'était clair dans ma tête. Je m'attendais pas à ce qu'on s'adapte à moi. Je me suis dit qu'il fallait que je m'adapte et que j'allais vivre entre guillemets l'expérience comme elle allait arriver. Après, c'est aussi le mindset entrepreneur qui, du jour au lendemain, peut poser sa démission, laisser son enfant. Donc, c'est peut-être aussi une mentalité que tout le monde n'a pas. Mais non, du coup, j'ai pas forcément eu de très grosses difficultés à ce niveau-là. Et toi, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de la diaspora qui veut revenir? Ou ce que tu ne conseillerais pas de faire? Quelle chose tu as fait en revenant et tu dirais non, ça, je l'ai fait, mais honnêtement... j'ai pas, encore une fois, j'ai pas forcément de trucs que j'ai fait que je ferais pas. Bon après peut-être un peu plus préparé. C'est vrai que moi je suis un peu venue en catastrophe alors qu'il n'y avait pas le feu au lac hein, pour le coup. Je me suis mise la pression moi-même. Donc en effet, avant de venir quand même se préparer, mais se préparer ne veut pas dire attendre l'occasion parfaite. Parce que l'occasion parfaite n'existe pas. C'est une personne sur je ne sais combien qui d'un coup vont avoir une offre, package de dingue. Ce n'est pas tout le monde. Package expat, ça n'existe pratiquement plus. Ça n'existe pratiquement plus. Tu te crées ton propre package sur le tas au fur et à mesure de tes expériences. Ça, il faut le savoir. Et en effet, se préparer, ça, c'est super important. Quand on vient avec des enfants, si on veut les laisser dans l'enseignement français, il faut se préparer psychologiquement, il faut être prêt financièrement. C'est des écoles qui coûtent très cher. Très cher. Après, on a aussi un très bon enseignement au niveau local. Mais tout dépend de ce que vous projetez pour vous et pour vos enfants, dans le sens où est-ce que j'ai aussi envie de laisser la porte ouverte à des études à l'étranger plus facilement. Clairement, quand on fait des études dans l'enseignement français, derrière, il n'y a pas d'équivalence à prouver, etc. C'est comme ça glisse directement et on y va sur les études post-bac. Donc, il y a ça à prendre en compte. La vie coûte cher. Donc, il ne faut pas s'attendre à arriver au Sénégal et à tout avoir moins cher. Ça n'existe plus. Et avec raison, hein, c'est la vie est chère pour tout le monde. Hein. C'est pas oui parce que je suis expat, j'arrive, on me donne un tarif plus élevé. La vie est chère pour tout le monde.
Et c'est les seules choses que, oui, je dirais à une personne qui veut venir, bien anticiper le fait que oui, financièrement, ce sera cher, qu'il faudra s'adapter culturellement parce que nous, on vient aussi avec notre matrice occidentale et c'est pas le cas. Donc il faut pouvoir l'accepter. On peut être face à des situations ou à certaines opinions. Il faut pas être complètement fermé. C'est la culture aussi qui nous crée. Oui, être ouvert à certaines réalités qui sont ici. C'est ça. Qui nous paraissent peut-être. Oui, il y a des choses. Moi, je suis pas tout le temps d'accord avec mes collègues ou sur certains trucs, mais on a l'ouverture d'esprit de se dire bon, ok, on n'est pas d'accord sur ces points-là. On a bien débattu, c'était amusant, mais après derrière, on n'est pas fâché, quoi. Ouais. Donc il faut aussi avoir cette ouverture-là et pas venir en se disant ah les Sénégalais sont comme ci, ah les voilà. Ça c'est par contre des choses que personnellement j'apprécie pas trop, quoi. Ouais. Et toi, dans 5-10 ans, tu te vois comment? Est-ce que tu te dis je resterai au Sénégal ou est-ce que toi, tu as peut-être une vision de te dire bah, je pourrais aller ailleurs? Comment est-ce que tu te... Non, moi, très sincèrement, je me sens quand même bien à ma place au Sénégal. Ouais. Tu fais quoi? Ouais, et c'est ça qui est bizarre. Ouais. Et que je disais aux gens, je ne suis pas née ici, j'ai pas grandi ici. J'ai même pas voyagé tant que ça au Sénégal avant de venir ici. Hein. J'ai été venue une fois avant de dire je veux venir ici. T'es venue une fois, tu as eu cette envie comme ça, incompressible de revenir. Une fois, ça m'a suffi. Ouais. J'ai vu, droite, gauche, on a un peu marché. Bon, après, j'ai vu que les bons côtés, mais ça m'a suffi. Je dis c'est bon, je veux venir. Du coup, je suis un peu ADHD, j'ai oublié le fil de la question. C'était dans 5-10 ans, est-ce que tu te dis? Oui, je me vois ici, en effet. Et c'est ce que je disais aux gens. Hein. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai eu ce sentiment quand je me suis installée au Sénégal, d'avoir trouvé ma maison, d'avoir enfin trouvé mon équilibre. Après, ça n'enlève rien au fait que, encore une fois, je suis très contente quand je vais en France. Tous mes amis sont en France. La France m'a faite. Si j'avais pas eu mon éducation et la chance de grandir en France, je ne serais même pas là. Parce que si mes parents n'avaient pas immigré en France, clairement, j'aurais grandi au village comme mes cousines, etc. Et je ne pense pas que j'aurais fini directrice générale de Flick. Donc, je renie pas ça. Et je crache absolument pas sur la France, mais j'ai trouvé ma place à un équilibre qui me va bien. Le Sénégal me va bien au teint et je suis contente de ça. Donc moi, je me vois même être là jusqu'à la retraite et finir mes jours ici sans aucun problème. Et profiter aussi de cette chance que j'ai de pouvoir voyager pour retourner en France, aller voir d'autres pays, etc. Donc non, moi, je me vois ici sur du long terme. Ouais. Et l'audace pour laquelle tu es le plus fière? La chose dont je suis la plus fière, déjà le fait d'avoir entre guillemets un jour tout claqué et de m'être dit je jette l'enfant, je jette l'enfant, je jette le mari, je viens en mode Fatou sans mari sans enfant. Non, ça c'est vraiment le truc dont je suis assez fière. Parce que si je l'avais pas fait, j'aurais pas rencontré tous les gens formidables que j'ai rencontrés ici. Je n'aurais pas eu toutes les opportunités que j'ai eues ici. Le Sénégal a été une véritable bénédiction pour moi. On l'a dit juste avant, je ne pense pas que en étant en France, j'aurais terminé directrice générale d'une société. Et aujourd'hui, je vois que j'ai pleinement les compétences. Et pourtant, au moment où on me l'a proposé, syndrome de l'imposteur, je disais même à Teddy, le cofondateur, et aux autres, est-ce que vous êtes sûr que j'ai les épaules pour, etc. Aujourd'hui, je le fais et tout se passe bien, alhamdoulilah. Donc, en fait, j'ai toutes les capacités. Mais il y a ce côté-là où, en fait, on emmagasine qu'il y a certains métiers qu'on ne pourra jamais faire. Et auxquels on ne pourra jamais accéder, tu vois. Et du coup, j'ai réussi un peu à déconstruire tout ça, même si, bien évidemment, syndrome de l'imposteur étant une femme, je l'ai toujours. Oui. Il y a des moments où j'ai des doutes, bien évidemment. Tout n'est pas toujours tout rose. Je ne suis pas Wonder Woman. Hein. Même quand je jonglais entre mes différents projets, alors que je l'ai choisi, hein, c'est moi qui ai choisi de faire tout ça. J'ai eu mes moments de doute, j'ai eu mes moments où je pleurais toute seule en mode je veux tout arrêter, qui m'a envoyé? Personne. Et après le lendemain tu te ressaisis. C'est aussi pour dire qu'il ne faut pas non plus idéaliser, on n'a pas tout ce qui se passe derrière, donc c'est pas facile tous les jours. Mais en tout cas très fière d'avoir fait ce choix-là, d'être au Sénégal et voilà. La dernière question, c'est est-ce que tout le monde est fait pour le retour? Parce que ton retour s'est extrêmement bien passé. On a beaucoup de personnes aussi qui rentrent parce que ça ne se passe pas aussi bien. Est-ce que tout le monde est fait? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je pense que tout est une question aussi de timing.
Peut-être que si j'étais venue un peu plus tard, je n'aurais pas aimé, je n'aurais pas eu les mêmes opportunités. Voilà, donc il y a aussi quelque chose d'un peu qui nous dépasse, je pense, et qui fait que soit c'est bon, soit c'est pas bon. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on est fermé d'esprit, si on a des exigences entre guillemets concrètes, c'est-à-dire on se dit je veux que ce soit comme ci, comme ça, et si c'est pas comme ça, je serai pas content. Clairement, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément taillé, pas forcément pour revenir au Sénégal, mais pour quitter où on est tout court. Ouais. Et ça, il faut quand même un peu de place à l'inconnu, un peu de place à l'inconfort, parce que tout ne sera pas tout le temps comme on veut. Il y aura forcément des choses qui vont moins nous plaire, tout comme il y avait des choses qui nous plaisaient moins en France aussi. En France, et il faut accepter le Sénégal dans son entièreté, avec ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, et se dire est-ce que, du coup, avec cette connaissance-là, est-ce que ça me va ou pas? Je pense que c'est juste ça que je dirais. Merci beaucoup. Merci pour ton retour d'expérience, pour cette fraîcheur et ce côté vraiment très spontané. Et le côté de se dire, écoute, on peut venir au Sénégal, mais on vient en prenant ce qu'il y a. Et quand on prend, on reçoit. Exactement, c'est ça. Tu as très bien conclu. Merci beaucoup. Merci à toi, Fatou. Et puis, bonne continuation. Merci beaucoup. Et ne change pas. Merci. C'était votre podcast Histoire d'audace avec Fatoumata Conté qui nous a partagé avec authenticité et fraîcheur son retour au Sénégal en famille et sa passion pour l'entrepreneuriat et le salariat. Un grand merci pour votre soutien et comme d'habitude, ce podcast existe grâce à vous, vos soutiens et vos commentaires. Un grand merci à nos sponsors Business France, EPC Minex et Rice.